des classes sociales du prolétariat, de la paysannerie, des travailleurs. Comme la bourgeoisie occidentale a célébré ses centenaires, nous aussi, il faut marquer cet événement, surtout que le système actuel dans le monde est arrivé au sommet de terrorisme d'État, des États qui organisent du terrorisme pour arriver à leur fin. Ce n'est plus le mercenariat d'avant, maintenant c'est le terrorisme avec l'utilisation des divergences au niveau religieux dans le monde arabe et musulman. Donc, cette initiative est nécessaire également pour savoir où nous allons, nous en Europe et nous tiers-monde. Pourquoi? Parce que le changement qui est intervenu suite à l'intervention militaire russe au Moyen-Orient signifie qu'il y a un changement de géopolitique à l'échelle mondiale. Ce n'est pas pour rien si les Russes ont osé intervenir sur le terrain de l'Alliance Atlantique, qui est le Moyen-Orient. Parce qu'il y a les richesses naturelles et aussi il y a le patron international qui est le sionisme, une composante de l'impérialisme. Donc cette géopolitique qui change, le monde ouvrier, le monde marxiste-léniniste doit réfléchir sérieusement le sens de ces changements et pouvoir orienter la stratégie et les tactiques au niveau des classes sociales défavorisées. Comme on a toujours entendu, j'ai toujours entendu et assisté à des conférences lors des campagnes électorales en France, en disant attention, Front National va gagner, attention, il faut voter à droite parce que le Front National monte. Bon, alors moi je dis ceci. On ne peut pas abolir la pauvreté, le chômage, la précarité d'emploi et ne pas vouloir et avoir peur de casser l'œuf pour faire l'omelette. On ne peut pas faire l'omelette si on ne casse pas l'œuf. C'est dans les difficultés qu'on crée l'histoire. Si le fascisme est là pour des raisons économiques, il faut admettre que sans crise économique, sans difficulté, on ne peut changer le monde. C'est dans la crise que l'on peut changer le monde. Alors, je m'arrête ici pour inviter à côté de moi Monsieur Gérard Légué de l'association Pro-Memo et ensuite ce sera son collègue Frédéric Gossiti. Ensuite, il viendra après la tendance marxiste internationale. Et à la fin, jeunesse communiste Bouches-du-Rhône. Et après les interventions, nous passerons au débat. Et donnons une demi-heure aux exposés dans les académies
20 minutes, un quart d'heure, on donne une demi-heure pour les exposer. Et ou bien on fait toutes les exposés, le mieux c'est faire toutes les exposés, et après on fait une pause et on rentre au débat. Ça c'est le programme que vous avez déroulé. Voilà. Là. Ah. Donc, et on commence par... Monsieur Gérard Lédé, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Eh bien, merci d'abord à nos amis comoriens de nous avoir invités. Alors, vous avez présenté l'association Promemo, je dis juste 2 mots très rapidement. Ça signifie Provence, Mémoire et Monde Ouvrier. Nous avons 2 missions dans l'association, avec mon ami Frédéric Grossetti qui est à côté de moi. C'est d'abord de conserver les archives dans les Bouches-du-Rhône et le Var du mouvement ouvrier, prises au sens large, à travers les syndicats, les partis ouvriers, les coopératives, etc. Et ensuite de travailler pour le Métron, qui est un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier dans lequel on trouve sur une 60aine de tomes la grande partie des parcours des militants à travers le pays, depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Ce soir, on nous a demandé d'intervenir. Je vais essayer de faire moins long qu'une demi-heure parce qu'il faut peut-être laisser de la place au débat parce que c'est ça peut-être qui va être intéressant. On nous a demandé de présenter, peut-être en 20 minutes, je vais essayer, quelques repères d'abord sur les révolutions russes. Je dirais 2 mots sur ce pluriel. On a souvent parlé de la révolution d'octobre. Il y aura peut-être intérêt ce soir à voir le mouvement révolutionnaire sur une durée un peu plus longue. Et ensuite, Frédéric Grossetti interviendra, parce qu'il a travaillé sur les archives du côté des Bouches-du-Rhône et de Marseille, sur les échos que cette révolution russe a eu, et il n'a pas eu d'ailleurs, les choses sont complexes à Marseille, et comment ça a pu marquer de façon large le mouvement ouvrier marseillais. Alors, sur les révolutions russes, je voudrais vous présenter en 3-4 parties. Faire une première partie pour regarder la situation de la Russie entre 1914 et 1917. Ensuite, montrer que le mouvement révolutionnaire va se déployer de façon très accélérée sur quelques mois, entre février 1917, c'est la première révolution russe, on l'a longtemps oublié, et puis octobre 17 qui est plus connu. Et enfin, je m'arrêterai justement en octobre 17, même si dans le débat, il faudra revenir sur la suite, qui est importante à travers la guerre civile, les interventions étrangères, et la montée peu à peu, sur la dizaine d'années qui va suivre, du stalinisme. Mais ça, je ne l'aborderai pas, ça prenait beaucoup de temps, mais on pourra y revenir dans le débat. Alors, peut-être 2 mots d'abord sur la situation de la Russie au moment où le mouvement révolutionnaire va rebondir, parce qu'il y avait eu une première révolution en 1905, c'est que cette révolution, elle intervient dans un pays où on ne s'y attendait pas. Même des grands militants comme Lénine, les marxistes russes et du monde entier s'attendaient à un mouvement révolutionnaire dans des pays qui avaient connu une démocratie libérale, un capitalisme déjà avancé, c'était les thèses de Marx, et on ne s'attendait pas à voir survenir un mouvement révolutionnaire de cette ampleur dans un pays qui était rural à 85%, où les grands propriétaires non paysans possédaient un tiers des terres et où l'activité paysanne se déroulait dans le cadre de la commune. Un pays dans lequel aussi les tensions sociales dans les campagnes étaient très fortes parce que la classe rurale n'avait obtenu aucune... Si on enlève en 1861 l'abolition du servage, il n'y avait pas d'avancée au quotidien pour les masses rurales. Et du côté du monde ouvrier, qui commençait à se développer, il y avait par exemple 392 usines qui comprenaient plus de 1000 ouvriers. Ça occupait à peu près 40% de la main-d'œuvre industrielle, ces grandes usines. Mais c'était un prolétariat qui commençait un petit peu à se développer avec une industrialisation qui était assez fragile. Les investissements extérieurs se faisaient de façon assez limitée, il y avait un manque de main-d'œuvre qualifiée, et puis l'absence d'un tissu industriel conséquent. Ça n'avait rien à voir avec l'Angleterre industrielle de cette époque. Il y a un deuxième événement sur lequel qui traversera un petit peu toute cette présentation, c'est la guerre. La guerre de 1914 qui va faire reconnaître au mouvement ouvrier international une véritable épreuve. Parce que le mouvement ouvrier avait prévu, la deuxième internationale avait prévu de s'opposer à la guerre, faire que le pacifisme l'emporte sur l'entrée en guerre. Les prolétaires n'ont pas de patrie.
C'était le maître mot de la plupart des leaders marxistes. Et au fond, quand la guerre est là, c'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays, les classes ouvrières, en tout cas leurs dirigeants, vont basculer dans ce qu'on appelle l'union sacrée. Ce n'est pas le cas en Russie, ce n'est pas le cas en tout cas du côté du parti bolchevique. Mais la Russie va se trouver engagée dans la guerre. Elle va connaître au début, comme en France et comme dans d'autres pays, un élan de patriotisme. La patrie est attaquée, il faut la défendre, c'est ce qu'on appelle le défensisme révolutionnaire, une thèse à laquelle les mencheviks, l'autre fraction du parti ouvrier social-démocrate de Russie, sera fidèle tout au long de la guerre. Eh bien, cette guerre, après quelques victoires, en 1917, comme ça, va connaître des grandes défaites et surtout va faire que la pénurie et l'inflation vont galoper dans la société. Et ça va être un des vecteurs, cette guerre, et cette série de défaites face aux Allemands et aux Austro-Hongrois, va faire que le tissu russe va connaître de grandes difficultés. Et c'est au fond des organisations des élites urbaines qui vont prendre le relais d'un pouvoir qui est de plus en plus défaillant. Je ne développe pas plus. À côté de la guerre, il faut voir aussi qu'il y a un fort mécontentement populaire, puisqu'on compte 560 000 grévistes en 1915, et ce nombre est multiplié par 2 en 1916, tandis que du côté du front, on assiste déjà, et ça va couvrir toute l'année 1917, des cas de désertion très nombreux qui vont monter en puissance. Le deuxième point, c'est ce que je disais au début, les deux bornes que je voudrais donner à cette présentation, à savoir les révolutions de 1917. Le mouvement révolutionnaire va commencer en février et va se poursuivre jusqu'en octobre. Et sur cette journée de février, ce sont des journées importantes. D'abord, ce sont les femmes qui entrent en jeu les premières au moment de la journée internationale des femmes. Suite à cette manifestation de femmes, la classe ouvrière, notamment les ouvriers de l'usine Poutilov, qui ont connu des séries importantes de licenciements, vont prendre la rue, comme on dit aujourd'hui, vont mener des grèves très importantes. Et finalement, il va y avoir une grande rapidité d'un mouvement révolutionnaire qui va surprendre tout le monde, y compris les partis révolutionnaires, mencheviques que j'ai évoqués, bolcheviques, socialistes révolutionnaires aussi, qui sont plus liés à la paysannerie russe. Et ce qui va se passer à l'inverse de 1905, c'est que face à ce mouvement révolutionnaire qui va monter en puissance sur des journées comme ça, 5-6 journées, eh bien, les soldats, une grande partie en tout cas d'entre eux, vont fraterniser avec les insurgés. Il ne va pas y avoir comme en 1905 le dimanche rouge, etc. Il va y avoir comme ça, du côté de soldats qui sont épuisés par la vie au front, une fraternisation, un début de compréhension des questions sociales que posent les manifestants. À partir de là, il va y avoir, je n'aime pas trop l'expression dualité du pouvoir, parce qu'il va y avoir un troisième pouvoir qui va poindre. Mais restons sur la dualité du pouvoir. Il va y avoir deux pouvoirs qui vont émerger. Ce qu'on va appeler les soviets, c'est-à-dire, au fond, une organisation organisée autour de la démocratie directe, soviets d'ouvriers, et ça va se démultiplier d'ailleurs, soviets d'ouvriers, soviets de soldats, soviets de paysans, et puis ensuite il va y avoir des comités, ça s'appellera comités selon le moment, des comités de quartier, etc. C'est ça qui va marquer fortement et donner sa couleur à cette révolution russe, à cette première révolution russe. Et ces soviets, ce sont le fer de lance de la révolution, et ça appelle, ça c'est important, ça appelle les citoyens à s'organiser. Ce qui fait que des parties entières du mouvement ouvrier russe vont s'intéresser à cette forme-là, je pense notamment aux libertaires et à l'extrême gauche du mouvement ouvrier. À côté de ces soviets, donc, démocratie directe, une démocratie en acte où la prise de parole est très forte, il y a une vieille institution qui s'appelle la Douma, qui avait jusque-là un rôle, depuis une dizaine d'années, très consultatif. Le tsar faisait vraiment ce qu'il voulait, c'était au fond une caisse d'enregistrement. La Douma veut cantonner la révolution dans un rôle institutionnel et devant les événements qui se précipitent, elle crée un gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire qui va donc occuper le pouvoir après février 1917. Ce gouvernement provisoire prend donc la direction du pays. Alors, certains historiens ont été sévères avec lui en disant qu'il n'avait rien fait ou quasiment rien. Il va quand même, j'en dis deux mots, s'intéresser à la question des libertés
liberté de la presse, il va y avoir une libération de prisonniers politiques. Sur le plan des libertés, il va y avoir des événements, des décisions qui vont être prises. Mais, c'est là que le presque rien est important, il va y avoir presque rien sur les revendications populaires. Les revendications populaires, elles sont de 3 ordres. C'est la terre pour les paysans, c'est un vieux rêve ça qui transparaît dans la mentalité paysanne russe et ailleurs d'ailleurs, hein, c'est que la terre soit à celui qui la travaille. Ensuite, que la classe ouvrière commence à avoir des droits, ne serait-ce alors, et elle va poser d'ailleurs des revendications classiques au fond, hein, la journée de 8 heures, l'augmentation des salaires et un regard sur l'exercice du métier, un regard un petit peu sur l'industrialisation qui est en train de se faire. Mais de ce côté-là, et enfin la question des nationalités, je reviendrai plus tard, des républiques de l'Empire qui cherchent sinon à avoir accès à une autonomie, du moins à être, pas indépendante, mais à être reliée par un statut d'autonomie. Donc les premiers mois de la Révolution, il va y avoir comme ça, au fur et à mesure que les journées se déroulent, un glissement à gauche de ce gouvernement-là, avec l'introduction de quelques ministres socialistes venus de la branche la plus modérée du socialisme, à savoir les mencheviks. C'est là qu'il y a 2 phénomènes sur lesquels peut-être il faut en avoir à l'esprit. C'est ce qu'on appelle la radicalisation de la société, qui va donner, d'ailleurs, qui va basculer ensuite sur une bolchevisation de la société. Ces journées de février, je l'ai dit, elles ont libéré la parole. On revendique, on se politise à travers les journaux qui sont enfin libres, on s'organise à travers des soviets, des comités, et c'est ce qui va donner ce caractère spontané à la révolution de février et le fait qu'on a une société russe qui va enfin s'auto-organiser. On sent qu'il y a là un climat qu'on pourrait qualifier de libertaire. Certains à l'époque disent la Russie après février est le pays le plus libre du monde. L'expression n'est pas si exagérée que ça. Il va y avoir donc, pendant les mois qui vont se dérouler entre fin février et octobre, 4 questions importantes qui vont toucher, je l'ai dit, la paysannerie, avec le vieux rêve d'avoir à soi la disposition des terres, et déjà des prises en main que la paysannerie va exercer elle-même de façon à travers ses comités. C'est-à-dire qu'on commence à récupérer les terres inexploitées, on se saisit du matériel agricole, et même on se saisit du cheptel des grands propriétaires, on impose des baisses de loyer. Donc déjà, en bas, et ça n'a rien de péjoratif, hein, au niveau du soviet, des choses s'organisent. Du côté des ouvriers, des comités d'usine, là aussi, 3 revendications, je l'ai dit, journée de 8 heures, les hausses de salaire et le droit de regard sur l'embauche et le licenciement. Certains comités d'usine iront d'ailleurs jusqu'à l'autogestion. C'est ce qui va intéresser pas mal de militants libertaires aussi, de pousser un petit peu ces comités d'usine jusqu'à l'autogestion. Ça va, malheureusement, on peut dire, pas aller jusque-là. En tout cas, c'est pas ce qui sera retenu in fine par le bolchevisme au pouvoir. Ensuite, contre l'ouvrier, j'en ai parlé, et la question des nationalités, une série de républiques, de pays, la Pologne, la Finlande, les pays baltes, le Caucase, font valoir leur spécificité et revendiquent, sinon une revendication, du moins un accès à l'autonomie ou à un fédéralisme. In fine, il n'y aura que la Finlande qui obtiendra vraiment une indépendance. Et enfin, question importante que j'oubliais, qui était liée à la guerre et à l'usure qui se passe au front, c'est la paix sans annexion ni contribution. Et là-dessus, ça va être la faute un peu morale, et plus que ça, de ce gouvernement provisoire, révolutionnaire en partie, et même du soviet un petit peu, qui est sur une position de défense de la patrie. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la mesure de ce que le peuple russe veut aller vers la paix. Et c'est là qu'il y a un fossé d'incompréhension qui va se créer entre le pouvoir légal et les masses impatientes. Dans ce contexte-là, il y a un personnage important, il est derrière moi, là, c'est Vladimir Ilyich Lénine, pas de plus de la personnalité, mais Lénine, ce qui est important, c'est qu'à chaque phase de la Révolution, il va analyser les phases de la Révolution, essayer de les comprendre et essayer de réagir en fonction des phases. Il était exilé à ce moment-là, il revient à la faveur de la Révolution de février, et en avril, il va écrire ces fameuses, on les lisait autrefois,
les fameuses thèses d'avril, dans lesquelles il pointe trois chapitres importants. La lutte contre la guerre, sur laquelle il se dit déterminé à outrance jusqu'au bout. La rupture avec le gouvernement provisoire. Ça fait débat dans le parti bolchevique. Il y a des grands leaders bolcheviques comme Kamenev et Zinoviev qui sont pour une alliance avec ce gouvernement, en tout cas avec la partie socialiste de ce gouvernement, avec les mencheviks. Et en fait, il a compris aussi l'importance des soviets que je décrivais tout à l'heure, cette vie démocratique, citoyenne qui se déroule dans une grande égalité de parole écrite. Il propose le passage de tout le pouvoir aux soviets. Ces trois mots d'ordre qui paraissent essentiels en Allemagne, y compris dans son propre parti, vont gagner une grande popularité. Dans les mois qui viennent, ces trois directions vont prendre dans la société russe, et pas que dans le parti bolchevique, c'est là où souvent des historiens font l'erreur. Ce n'est pas une affaire de militants, c'est que ces trois domaines-là pénètrent largement la société russe. Pour aller un peu vite, je vais simplement signifier que entre février et octobre 1917, il va y avoir des mouvements de balancier, comme dans tout mouvement social. Le premier mouvement de balancier, ce sont les journées de juillet, où des soldats de la garnison de Petrograd et des marins de Kronstadt, voyant un petit peu l'inaction, ce qu'on considère comme l'inaction du gouvernement, et ils sont proches des bolcheviks, vont vouloir prendre la rue, vont vouloir amener cette révolution plus loin. Ça va être un échec certain, il va y avoir des morts et des blessés, et la répression va s'exercer sur les bolcheviks, qui pourtant, en tout cas Lénine à ce moment-là, n'est pas prêt à aller plus loin. Il se dit, le pouvoir, on pourrait le prendre là, mais il n'est pas sûr qu'on puisse le garder. L'armée est encore en partie disponible du côté du gouvernement provisoire. Donc, mais la répression, ça va sur les bolcheviks, et Kerensky, qui est arrivé au pouvoir en remplaçant le prince Vov à ce moment-là, gagne un petit peu en autorité et arrive à mener les deux bouts. Ce qu'il pense, lui, mener les deux bouts, continuer à mener la guerre et aller vers une démocratie libérale, c'est au fond, même si des ministres socialistes participent au pouvoir, c'est son modèle. Et le deuxième point qui est important, on y reviendra dans le débat, c'est que va survenir dans ce contexte-là, peu après, au mois d'août, un coup d'État militaire, le général Kornilov. Kerensky a eu l'imprudence de lui confier le commandement des armées. Ce Kornilov est à l'écoute des classes dirigeantes. Dans tout mouvement révolutionnaire, les classes dirigeantes ne perdent jamais pied, ils voient toujours où sont leurs intérêts. Ils vont s'appuyer sur ce général qui va tenter un coup d'État, un putsch carrément. Ce putsch va échouer. Il va échouer là aussi parce que la société russe, par les soviets, par les comités de soldats, par les comités de citoyens, vont réagir, vont arriver à désarmer, vont prendre possession des lieux où se trouvent les armes. Et les bolcheviks, surtout, vont être décisifs là-dessus. Kerensky, d'ailleurs, les libère à ce moment-là, parce qu'il va avoir besoin de ces militants organisés, très structurés. Et au fond, après cet épisode-là, c'est Kerensky qui se trouve discrédité. Il n'a plus de contrepoids pour s'opposer à la montée du bolchevisme. Et c'est là un grand tournant dans cette révolution. Les conséquences, c'est donc la décomposition accélérée de l'État, l'essor de plusieurs structures de remplacement, c'est-à-dire de plus en plus, on sent que l'avenir de ce gouvernement provisoire, ses jours sont comptés, et que l'autorité de l'État est bafouée. Et il va y avoir une série, alors le terme n'existait pas aujourd'hui de désobéissance civile, mais il va y avoir des désobéissances de l'État. C'est-à-dire que les soldats, qui ont obtenu des droits d'ailleurs, quasiment égaux à ceux des citoyens dans l'armée, vont ne plus obéir forcément à leurs officiers. Les paysans aussi vont se révolter contre les propriétaires terriens. Il y a une série comme ça de désobéissances qui bougent en profondeur la société russe. Et au fond, les seules instances auxquelles la population accepte d'obéir, ce sont les soviets, les comités de paysans, les comités du site. Et là, Lénine comprend bien que la révolution peut aller plus loin. On ne va pas s'arrêter à la phase bourgeoise. Et là, les ressemblances avec la grande révolution française sont dans la tête de tous ces leaders bolcheviques. Ils ont lu les grands récits de la révolution française. Ils veulent aller plus loin. Ils veulent aller vers la révolution de 93 et de Robespierre. Au moins, c'est un petit peu le modèle qui est attendu. Donc, il y a un tournant qui se passe. Et c'est là-dessus, je vais un peu vite, je suis un peu elliptique sur l'état d'évolution.
C'est sur ce terrain-là que l'insurrection d'octobre va surgir. Le parti bolchevique, qui au départ de la révolution est très minoritaire, c'est quelques milliers de militants, devient majoritaire dans plusieurs soviets, parce qu'il y a le soviet de Petrograd, mais il y a des soviets dans tout le pays qui se sont créés. Il devient une force militaire avec des gardes rouges. Il a su créer à côté de lui une armée, plus qu'une milice, une armée qu'on appelle les gardes rouges, mais il reste divisé encore sur la tactique à suivre. C'est là qu'il y a un grand débat, je l'ai évoqué tout à l'heure, entre d'une part Kamenev, Zinoviev et puis Lénine. Zinoviev et Kamenev qui pensent qu'une victoire de type parlementaire est possible, que le parti bolchevique va devenir majoritaire dans les soviets et qu'on peut faire l'économie d'une insurrection révolutionnaire. Donc il veut attendre le congrès des soviets qui va avoir lieu le 25 octobre. La majorité va tomber dans l'escarcelle bolchevique et pour lui, ça suffit. Lénine, non, parvient d'abord à distance parce que après les journées de juillet, il avait été à nouveau exilé, à la fois à distance et à la fois quand il revient en Russie, arrive à convaincre ses camarades qu'au nom du Soviet et pour la défense de la révolution, il faut faire franchir une étape à cette révolution. Et ça va être donc l'insurrection d'octobre, dont vous avez tous en tête au moins les images, une insurrection sur laquelle il ne faut peut-être pas d'ailleurs regarder les images, même des très beaux films de Eisenstein, qui sont des images reconstruites. Le pouvoir bolchevique avait besoin d'une mise en scène d'une insurrection. Loin de là pour minimiser cette insurrection, mais il va y avoir par exemple quasiment pas de victimes. C'est-à-dire que la société russe est prête à cette insurrection. Le parti bolchevique, très organisé, a réussi par exemple, à occuper les ponts au moment où la relève des ponts s'effectue. Et donc, cette insurrection d'octobre ne va pas se dérouler dans un bain de sang. Le pouvoir était à prendre au fond, et le fameux moment où Lénine disait quelques semaines avant, le pouvoir on ne peut pas le prendre, là la situation elle est vraiment nulle. Donc on reviendra dans le débat sur ces journées d'octobre, avec un débat historiographique. Est-ce que ça a été, les historiens de droite disent que c'était un coup d'État d'origine, parce qu'au fond il y avait un gouvernement qui était là, et des historiens plus sérieux disent des choses un peu plus nuancées, en disant qu'il y a effectivement un côté insurrection mené par un parti d'avant-garde, un parti bolchevique, mais qu'à côté, il y a un grand mouvement révolutionnaire qui étaye ce coup d'État bolchevique. Donc les deux existent en même temps. Insurrection populaire et coup d'État, si on veut. L'Europe, et en particulier en France, là on ne peut pas parler de mouvement révolutionnaire, mais on va citer quand même un mouvement social extrêmement important, avec des mouvements de grève très très larges, très massifs. Ça va être les grèves les plus importantes que la France ait vécues jusque-là. Par la suite, il y aura évidemment des mouvements plus importants, mais à l'époque, c'est des mouvements extrêmement importants qui vont permettre, par exemple, de gagner la journée de 8 heures. Donc cette loi diminue le temps de travail. Donc on est dans une phase dynamique, des mouvements ouvriers au conflit, et avec des victoires relativement importantes. Et ça, c'est vrai au niveau de la France, et c'est, je dirais, encore plus vrai au niveau marseillais, puisque si le mouvement ouvrier a été relativement atone pendant la guerre à Marseille, il n'y a pas eu de grève importante. Par contre, à partir du début de 1919, on a un mouvement social qui est non seulement extrêmement important, mais plus précoce que dans le reste du pays. Donc ça part plus tôt, et y compris, alors ce mouvement touche tout un tas de branches de l'industrie de la région, et de Marseille en particulier. C'est la métallurgie surtout, ce sont les métallurgistes, ces grandes usines qui ont commencé à se développer depuis le début du siècle à Marseille. C'est eux qui sont un peu en pointe à ce moment-là dans ce mouvement. Et le mouvement est tellement fort à Marseille au mois de mars 1919 que le préfet va promettre aux syndicats, il va promettre que même si la loi des 8 heures n'est pas votée, elle pourra être appliquée dans les Bouches-du-Rhône. Je ne sais pas si ça aurait été vrai, peut-être c'était une promesse un peu en l'air, mais ça montre en tout cas l'importance de ce mouvement social, de ce mouvement de grève au cours de cette année 1919. Alors on aura une deuxième vague sociale extrêmement importante aussi l'année suivante, en 1920, mais qui celle-là par contre va se terminer par un échec. Donc on a 2 années, les 2 années rouges un petit peu,
comme disent les Italiens, voilà, avec un mouvement dynamique et de victoire en 1919, et au contraire, un certain tâtonnement, et puis un échec final en 1920, notamment avec la grève des cheminots. Voilà, ça c'est un peu pour poser le cadre de la situation dans laquelle se déroule par ailleurs la révolution russe. Et donc, comment cette révolution russe a-t-elle été appréhendée à Marseille? C'est-à-dire comment, d'abord, sur quelle base d'information et quelles conséquences ça a pu avoir sur ce mouvement ouvrier et sur les militants, qu'ils soient socialistes ou anarchistes. Alors, d'abord sur l'information, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette information, elle est limitée. Elle est limitée et souvent très confuse. Au cours de l'année 1917, par exemple, la presse locale parle beaucoup de la révolution russe. Donc il y a dans le Petit Provençal en particulier, donc qui est le journal de gauche, c'est-à-dire le journal grand public mais de gauche, celui qui est lu par les militants socialistes, syndicalistes assez largement. C'est même le journal qui accepte de passer des entrefilets pour convoquer à des réunions, donc qui est pas lié organiquement au Parti socialiste, mais qui a des tendances socialistes, des sensibilités, voilà, une sensibilité socialiste, même si depuis 1914, il est devenu journal de l'Union nationale, je crois. Oui. Quelque chose comme ça, voilà. De l'Union sacrée, je ne sais plus quel est le terme qu'il emploie, mais voilà, il s'est rangé vraiment dans ce cadre-là. Et donc dans ce Petit Provençal, on lit beaucoup d'articles sur la révolution russe, mais beaucoup de choses très confuses. Beaucoup de choses confuses. Alors des événements sont cités, mais peu d'analyse, et surtout une confusion sur le rôle des uns et des autres. Donc par exemple, les bolcheviks n'apparaissent pas en tant que tels dans le Petit Provençal jusqu'au mois de septembre au moins, 1917. Jusque-là, on parle de comment on dit déjà, de maximalistes. Voilà, on parle de maximalistes et même d'anarchistes. Voilà, dans le Petit Provençal, on mélange un petit peu les appellations, et pour beaucoup de lecteurs, ces bolcheviks, finalement, ils peuvent apparaître comme des anarchistes en quelque sorte, des extrémistes, des maximalistes, des gens qui en veulent toujours plus. Voilà, alors par contre, on voit apparaître quelques personnages, très peu, mais c'est le cas notamment de Lénine et de Trotsky quand même. En particulier, le retour de Lénine est bien couvert par le Petit Provençal, alors qu'il accuse évidemment d'être un agent de l'Allemagne. Et tout le long, de toute façon, jusqu'en octobre, on parlera de Lénine comme d'un germanophile, comme d'un allié, enfin, un espion même de l'Allemagne. Voilà, mais on parle de lui, ce qui traduit quand même, ce qui traduit sans doute la place déjà qu'il occupe dans cette révolution, même au moment où il arrive au mois d'avril. Et puis surtout, la place qu'il va commencer à occuper dans les idées un petit peu de ces militants de gauche, de ces militants socialistes, anarchistes ou syndicalistes à Marseille, qui voient apparaître un certain nombre de personnages, Lénine, Trotsky en particulier, donc ces deux-là. Voilà, mais globalement des informations limitées et très floues, très confuses. C'est ce qui explique que très vite on se rend compte, alors quand on travaille sur les archives, que ce soit sur la presse justement ou sur les archives de la police, on voit que cette révolution russe, elle est appréhendée à Marseille par des gens qui cherchent quand même quelque chose, qui voudraient trouver dans cette révolution russe des éléments positifs, d'encouragement en quelque sorte, mais qui bien souvent ont du mal à comprendre exactement ce qui se passe. C'est le cas en particulier de quelques questions. Alors je vous le disais sur les bolcheviks par exemple. On ne sait pas trop qui sont ces bolcheviks. Donc on peut facilement imaginer que les militants de l'époque voient ces bolcheviks comme des anarchistes, alors ce qui doit sans doute plaire aux militants anarchistes, syndicalistes sans doute, un peu moins peut-être aux militants socialistes. Voilà, on ne sait pas trop qui sont ces bolcheviks. Et de la même façon, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ces soviets, dont la presse locale d'ailleurs en parle, mais avec des appellations souvent très différentes selon les périodes. Et puis à partir du mois de septembre aussi, voilà, c'est ce mot de soviet qui est indiqué, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc on peut imaginer des choses, mais très concrètement, on a un petit peu de mal à imaginer de quoi il s'agit. Et on voit dans un certain nombre de meetings, de réunions, apparaître des interprétations assez
assez diverses de cette notion de soviet. On voit par exemple plusieurs militants ouvriers. Je pense par exemple à un militant syndicaliste Bonnefoy de l'enseignement, qui fait plusieurs déclarations lui-même contradictoires, par exemple, qui considère que les soviets sont des syndicats. Voilà. Il dit en 1919, il y a en Russie des soviets comme nous avons des syndicats en France. Voilà, c'est la même chose. Dans une autre réunion, il dit au contraire que finalement, ces soviets, c'est un peu des conseils municipaux en quelque sorte. Il dit à la Ciotat en 1919, si nous pouvons avoir des conseils municipaux ouvriers, nous avons déjà le véritable soviet. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce que sont ces soviets. Est-ce que ce sont des syndicats? Est-ce que ce sont des conseils municipaux? Voilà. Et donc on peut imaginer que les militants de l'époque brodent un peu autour de ça, se construisent eux-mêmes une espèce d'imaginaire autour duquel ils construisent une ligne politique qui n'est pas obligatoirement conforme à ce qui se passe exactement en Russie. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément, c'est cette information incomplète, confuse, et qui conduit un petit peu à imaginer un certain nombre de choses, voire à utiliser parfois la Russie comme argument pour justifier un certain nombre de choix. Quand on veut montrer l'importance du syndicat, c'est le cas par exemple d'un militant du bâtiment, Boisson, qui explique qu'en Russie tout le monde est syndiqué, donc voilà, ça prouve bien que les syndicats c'est quelque chose d'important. Quand au contraire on veut démontrer autre chose, on utilisera la Russie de la même façon, par exemple pour démontrer au contraire le rôle important du parti d'avant-garde. On va utiliser cet argument. En Russie, ils ont réussi à faire la révolution parce qu'ils avaient le parti d'avant-garde. Voilà, donc on va utiliser ça un peu en fonction des besoins en quelque sorte. Alors malgré cette information tout à fait incomplète, ce qu'on peut noter en deuxième élément, c'est quand même une large sympathie à cette révolution russe, une sympathie importante, au moins dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement socialiste. On a une image qui est très positive et un soutien assez important, assez enthousiaste même. Alors on le voit d'ailleurs au départ, même dans le Parti socialiste à Marseille, d'une manière assez consensuelle, je dirais. C'est-à-dire que même des militants, bien sûr, qui choisiront la voie du Parti communiste, évidemment, eux soutiennent la révolution russe, mais même des militants qui décideront au final de rester dans le Parti socialiste, y compris des élus qui sont relativement... qu'on peut qualifier facilement de modérés. Je pense à Ferdinand Buisson, par exemple, qui a été ministre même, et qui est député, qui est souvent montré par les militants un peu comme l'exemple de cet élu qui participe un peu au système en quelque sorte. Même lui fera des déclarations en faveur de la révolution russe et en faveur du bolchevisme. En tout cas, au début, c'est-à-dire en 1918, 19 encore, on a une espèce de consensus où on peut considérer parmi les militants, qu'ils soient socialistes, anarchistes ou syndicalistes, eh bien qu'on a une sympathie importante pour cette révolution russe. Alors on peut l'expliquer de plusieurs façons, cette sympathie. D'abord par le soutien évidemment, par l'enthousiasme que crée cette révolution. La Russie avant la guerre, c'était la prison des peuples quand même. C'était en Europe le régime le plus honni, je dirais, par les militants révolutionnaires. C'était l'autocratie, donc vraiment c'était ce qu'on condamnait, et qu'il y ait une révolution dans ce pays-là, évidemment ça apparaît comme quelque chose d'enthousiasmant, d'autant plus que de ce point de vue on a quand même des informations par la presse sur les libertés, par exemple, sur le fait que la Russie soit devenue un pays libre, sur les acquis sociaux, et même dans le petit provençal, on insiste beaucoup là-dessus, sur la journée de 8 heures, sur les augmentations faramineuses de salaire, sur un certain nombre de phénomènes comme ça, sur les droits donnés aux soldats. Alors dans le petit provençal, c'est souvent annoncé pour montrer que la Russie est en crise, que c'est un peu le chaos, etc. Mais des militants peuvent trouver dans ces informations plutôt quelque chose d'enthousiasmant, qui montre que cette révolution, finalement, elle commence déjà à donner un certain nombre d'acquis. Voilà.
Deuxième élément qui explique cette sympathie, c'est le lien qui est fait avec la Révolution française. Très souvent, beaucoup de militants utilisent ce parallèle avec la Révolution française. Voilà, Lénine et Trotsky, c'est un peu Danton et Robespierre. Hein, voilà. À plusieurs occasions, on retrouve cette affiliation. Et donc, c'est quelque chose qui parle aux militants et qui, évidemment, les pousse à soutenir cette révolution. Alors, les choses vont évoluer à partir de 1919 un peu, mais 1920 surtout. Hein, le débat devient beaucoup plus vif. On est à ce moment-là en plein débat dans le Parti socialiste sur la question de l'adhésion à la Troisième Internationale, puisque les bolcheviks viennent de créer une nouvelle internationale, donc l'internationale communiste, et donc est posée à chaque parti socialiste la question de savoir à quelle internationale il doit appartenir. Et donc ce débat est mené dans le Parti socialiste en France. Il sera tranché à la fin de l'année 1920 par une adhésion majoritaire à cette Troisième Internationale. Mais pendant toute l'année 1920, on a un débat très, très, très riche et très vif sur cette question. Et à ce moment-là, évidemment, les oppositions sont beaucoup plus fortes sur tout un tas de questions, et y compris sur la Révolution russe. Et là, on voit bien, même si cette question de la Révolution russe est seconde, je terminerai un petit peu là-dessus, mais on voit bien que là, les positions sont très, très tranchées. On a un certain nombre de militants qui soutiennent totalement la Révolution russe, ceux qui en savent en tout cas, et puis au contraire un certain nombre d'autres militants, d'élus en particulier, et qui utilisent beaucoup la presse locale pour condamner, mais de manière extrêmement brutale, cette révolution russe, alors avec des qualificatifs extrêmement violents. Hein. On a par exemple dans le Provençal en février 1919 déjà, une citation, « Quelques socialistes français se laissent duper par l'énorme mystification bolchevique ». Ou en septembre 1920, on parle d'un gouvernement autocratique, moyenâgeux et étranger. Donc ce sont des socialistes qui parlent ici du gouvernement bolchevique. Ou encore un éditorialiste du Petit Provençal qui parle des extravagantes doctrines et des monstrueuses méthodes qui sont en honneur en Russie. Donc là, on a à ce moment-là un débat qui est extrêmement violent, hein, et qui mène évidemment à la rupture de la fin de l'année 1920. Voilà, alors je termine simplement pour nuancer un petit peu, c'est-à-dire que cette question de la révolution russe, évidemment, elle traverse toute cette période, on en parle beaucoup, mais pas tant que ça finalement. Hein, contrairement à ce que souvent on a pu dire, que ce soit d'ailleurs que ça vienne du Parti communiste lui-même, qui se présente un peu comme issu de cette révolution russe, ou au contraire des anticommunistes qui présentent justement le Parti communiste comme issu de l'étranger. On a souvent présenté un petit peu cette rupture de 1920 comme l'aboutissement ou la conséquence directe de la révolution russe. Bon, en réalité, dans les archives, on voit bien que cette révolution russe, elle est importante dans le débat, mais elle est seconde finalement. Hein. Il y a d'autres questions beaucoup plus importantes qui opposent encore plus les militants, que ce soit la conception de la révolution, la place des élus. Voilà, il y a tout un tas de questions qui sont beaucoup plus fortes. Hein. Et d'ailleurs, quand on lit l'intégralité des interventions au congrès de Tours, on voit que cette question de la révolution russe apparaît très très faiblement, et elle n'apparaît presque que dans la bouche des opposants à la Troisième Internationale. Hein. C'est assez paradoxal. Voilà, alors par la suite, évidemment, on va quand même voir un certain nombre de militants qui deviennent communistes et qui commencent à considérer que finalement la révolution russe est une sorte de modèle, hein, que cette révolution russe, elle montre en quelque sorte la voie qu'il va falloir suivre. Mais finalement, il faudra un peu de temps, encore une fois, hein, même au début de l'existence du Parti communiste, dans les années 1921 jusqu'à 1924, on parle peu encore de la Russie soviétique. On en parle, mais par exemple, j'ai fait le compte sur l'ensemble des réunions de section à Marseille au cours des années 1922-23, eh bien cette question de l'URSS est très seconde finalement dans les ordres du jour qui sont annoncés. Hein. On parle beaucoup plus de la révolution allemande à ce moment-là que de ce qui se passe en Russie puis en URSS. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps aussi. Très bien. Merci. Bon. L'avènement de la révolution bolchevique
quand vous dites à donner, à impulser une pensée dans les mouvements de gauche en Europe, c'est pas étonnant. Seulement, le problème qui se pose à l'époque, c'est que et qui n'a pas donné une histoire positive à la France et à l'Occident, c'est que la rupture au sein de la social-démocratie pour créer le Parti communiste français, il y avait une rupture organisationnelle, il n'y avait pas une rupture idéologique. Il fallait une autocritique à l'intérieur de la social-démocratie pour pouvoir joindre la pensée de Lénine, à savoir la révolution et non les compromis avec sa bourgeoisie pendant la guerre impérialiste, puisqu'il est clair, les thèses de Lénine avant même la guerre, c'est l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, a été publié avant la guerre. Pourquoi l'Occident, où est née la pensée révolutionnaire, pourquoi ils n'ont pas suivi? La réponse est simple, c'est que l'Occident sont des pays colonisateurs. Ils ont réussi à endormir la classe ouvrière, à corrompre les syndicats, pour que c'est automatique, pour que ce qui s'est passé en Russie ne donne pas le résultat escompté dans l'Occident. C'est automatique. Un pays qui a des colonies, fondamentalement, il engraisse sa classe ouvrière qui deviendra un allié pour donner une rupture de la social-démocratie, pour la créer, la deuxième internationale, pour donner naissance à la troisième. C'est une rupture entre ceux qui sont avec leur impérialisme dans le partage des colonies et d'autres, Lénine, qui dit même les nationalités de la Russie, on doit leur donner un statut nouveau et non le statut du tsar, c'est de l'exploitation. Voyez en quoi Lénine, c'est pas un prophète, mais c'est un messager. C'était un messager du ciel, comparativement à opposition des intellectuels de la social-démocratie, que tu viens de dire, qui faisaient des discours durs contre le parti bolchevique. Donc, il faut que vous, les Occidentaux, vous, militants de la classe ouvrière, fassiez une recherche approfondie. Pourquoi, jusqu'à présent, surtout la France, il a eu la guerre d'Indochine, il a eu la guerre d'Algérie. Ce sont des occasions pour faire la révolution. Rien. Et rien. Et ce qui va se passer demain, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le fascisme. Bon, je m'arrête là, excusez-moi, c'était un peu plus long. Alors maintenant, c'est nos frères tendance marxiste internationale. Donc nous allons vous découvrir. Moi je suis un vieux ouvrier, marxiste-léniniste. Je n'ai connu des lectures que des lectures depuis ma jeunesse. Je n'ai connu des lectures que la lecture marxiste-léniniste. Et j'ai une position bien claire sur ce qui se passe à l'échelle mondiale depuis la révolution d'octobre, c'est-à-dire les marxistes dans le parti bolchevique, les tendances dans le parti bolchevique. Nous allons vous écouter. Moi, j'espère que vous allez nous apporter un éclaircissement sur votre tendance.
que je suppose, je ne donne pas le nom pour ne pas, mais je suppose que c'est une telle tendance. Je ne dis pas le nom, de peur de me tromper. Bon, on vous écoute. En tout cas, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Sébastien, je fais partie d'une organisation qui s'appelle la Tendance Marxiste Internationale. On publie un journal mensuel qui s'appelle Révolution, c'est le nom de la section française. On est présent dans une trentaine de pays et on est actif dans le mouvement ouvrier et la jeunesse pour défendre les idées du marxisme qui sont plus que jamais d'actualité. Encore merci pour cette invitation parce que le centenaire de la Révolution russe, c'est l'occasion de revenir sur des points fondamentaux qui ont soulevé l'histoire du mouvement ouvrier et notamment sur la question de la prise de pouvoir parce que c'est la seule occasion d'une victoire révolutionnaire des masses travailleuses. Et cette classe ouvrière de Russie, en 1917, elle n'était pas forcément plus développée ou plus importante que la classe ouvrière d'autres pays. Justement, elle était quand même très minoritaire, il faut le rappeler, par rapport à la paysannerie qui constituait la majeure partie, l'écrasante partie du peuple russe. Mais cette classe ouvrière-là, elle était très concentrée, notamment à Pétrograd, où effectivement il y avait déjà un capitalisme développé au sein des grosses usines dans des villes de manière très concentrée. Et c'est justement ce que Marx disait, la classe ouvrière qui est la classe révolutionnaire par excellence. Pourquoi il disait ça ? Tout simplement par rapport à la position qu'occupe le travailleur dans les rapports de production. Ça c'est indispensable parce que dans ces rapports de production-là, le travailleur c'est celui qui va permettre de faire que l'ampoule puisse fournir de la lumière, de faire qu'on puisse se déplacer, de faire que au final tout tourne dans la société, tout fonctionne dans la société grâce à l'action des travailleurs. Et c'est pour ça que en se mettant en mouvement, et notamment en se mettant en grève et en prenant conscience de leur position dans la société, ces travailleurs-là, en tout cas, peuvent mener et peuvent être à la tête justement de tous les opprimés. Et ces opprimés, la paysannerie, ils en faisaient partie. Et c'est pour ça qu'avec l'appui de la paysannerie, la classe ouvrière a réussi en 1917 en Russie, à la suite de l'insurrection d'octobre, à prendre le pouvoir et à renverser, que ce soit le régime tsariste et même le gouvernement provisoire qui était défendu par la bourgeoisie. Et il y a le rôle essentiel aussi à souligner là-dedans du facteur subjectif, c'est-à-dire de l'organisation qui permet au final d'amener à cette prise de pouvoir-là. Cette organisation, c'est le parti révolutionnaire, le parti bolchevique, mené par Lénine et Trotsky, qui au final a permis la prise du pouvoir d'octobre. Et ça s'est préparé pendant toute l'année 17 et même avant, et on l'a un peu souligné au cours des interventions précédentes, la constitution des soviets dès 1905, et puis par la suite le contexte, les conditions objectives, les pénuries, les guerres, tout cela a contribué avec l'intervention du parti bolchevique dans les masses, a contribué à développer ce processus révolutionnaire. Et je voulais juste souligner aussi, on n'en a pas encore discuté, mais quand Lénine est revenu en avril 17 d'exil, il a développé justement les thèses d'avril. Et c'est ces thèses d'avril-là qui ont permis en fait de vraiment réorienter en tout cas la ligne politique du parti bolchevique sur des mots d'ordre de prise de pouvoir. Parce qu'en avril 1917, il faut savoir que le gouvernement provisoire tenait en tout cas un discours qui, sous les ordres de Kerensky, voulait conserver une certaine coalition entre la bourgeoisie et les masses. Et Lénine, justement, en arrivant en avril, a pu réorienter la ligne politique du parti bolchevique qui, jusque-là, n'avait pas d'opposition claire et ne s'opposait pas au gouvernement présent. Et c'est par cette réorientation-là, notamment, que les travailleurs ont pu élever leur conscience de classe. On a déjà évoqué le caractère international de l'impact de la révolution russe. C'est sûr que Lénine, Trotsky, le parti bolchevique et l'ensemble des travailleurs, conscients de la nécessité
changer la société, la nécessité d'une révolution, avait bien conscience que la révolution ne peut pas se faire dans un seul pays et qu'il faut forcément que ce soit, et c'est d'ailleurs la dernière phrase du manifeste du Parti communiste, les travailleurs de tous les pays qui s'unissent pour transformer la société. Et ça également, c'est une des leçons qu'on peut tirer de cette révolution d'octobre, c'est que dans tous les cas, une révolution, elle ne peut être complètement victorieuse que si elle atteint les autres pays et qu'elle puisse être portée mondialement. L'ensemble de ces leçons-là, elles doivent nous faire penser aussi à une chose, c'est que les conditions actuelles, les conditions objectives pour changer la société, elles sont réunies. On vit dans un système qui est toujours le système capitaliste et qui est en crise organique, notamment depuis 2008, où la crise des subprimes a marqué au final un bouleversement dans l'économie et a justement augmenté de manière très très importante la spéculation, la bulle immobilière. Et on s'intègre, pour revenir à la situation en France, on s'intègre là dans cette crise du capitalisme, dans le déclin aussi du capitalisme français. Et actuellement, ce qui fait défaut, en tout cas au niveau de notre organisation, en tout cas pour envisager un processus révolutionnaire, le problème, c'est pas les conditions objectives, c'est ce qu'on appelle le facteur subjectif, c'est la direction du mouvement ouvrier. Et cette direction, elle est politique et syndicale. Et dans notre dernier journal, la dernière publication, on parle par exemple d'un mot d'ordre de front uni politique et syndical. Et c'est vers ça en fait qu'il faut tendre, parce que justement que ce soit par la loi travail, les ordonnances Macron, la casse du service public, la précarisation des études, l'ensemble de ces conditions font qu'on est dans une impasse si on veut continuer dans le système actuel, si on veut poursuivre en tout cas la société dans laquelle on vit, parce qu'on va nous demander toujours plus d'économies. Toujours plus d'économies sur notre dos parce que c'est la crise, parce que il faut faire des économies. Et au final, quelle est la réponse face à ces attaques sans cesse du capitalisme et de Macron? Eh bien, c'est des journées d'action, c'est des propositions de mobilisation avec une indépendance syndicale, entre guillemets, qui, soit dit en passant, n'existe pas car toute indépendance syndicale forcément sert le gouvernement Macron et donc au final elle est contre-productive pour le mouvement ouvrier. Il faut dresser le bilan de tout ça. Il faut dresser le bilan et c'est dans ce cadre-là que le caractère décisif de la direction du mouvement ouvrier pendant la révolution russe, elle peut nous aider à comprendre la nécessité de l'organisation, du parti et des soviets. Il ne s'agit pas de refaire exactement de manière matérielle et très appliquée les soviets, etc. Mais en attendant, ça montre l'importance de la direction du mouvement ouvrier. Et c'est ça qui fait défaut. Par exemple, le printemps arabe et la révolution en Égypte, qui au final, avec la mobilisation des travailleurs, a permis de faire flancher, on va dire, le gouvernement qui est en place. Mais au final, est-ce que maintenant, pour autant, ils vivent dans une meilleure société? Est-ce qu'ils ont réussi à établir une démocratie, une amélioration significative de leur niveau de vie? Non. C'est la direction du mouvement ouvrier qui fait défaut. Et je terminerai là-dessus pour conclure. Comme en 17, on vit toujours sous la domination capitaliste et il faut qu'on se donne toujours pour objectif de renverser le vieux monde qui n'a plus rien à nous offrir. Et pour ça, il faut organiser le mouvement ouvrier, il faut le conscientiser. Et c'est pour ça qu'en discuter du centenaire de la Révolution russe, voir quelles leçons on peut en tirer, ça peut nous permettre justement de mieux comprendre quelles stratégies doivent être adoptées. À ce titre, nous avons publié cet ouvrage qui s'appelle 1917, les textes choisis, et qui est un recueil en fait d'ouvrages avec une préface que l'on a écrite de textes de Lénine et Trotsky dont sont inclus les thèses d'Avril, et qui permet justement de mieux comprendre tous ces éléments décisifs qui ont permis la prise du pouvoir des travailleurs appuyés par la paysannerie, le rôle du parti révolutionnaire, le rôle des soviets, et
et également tout simplement les conséquences et les leçons qu'il faut tirer de tout ça. On défend, nous, avec notre organisation internationale, dans tous les mouvements, dans les mouvements de masse et les organisations ouvrières et étudiantes, un programme de rupture avec le capitalisme, parce que c'est ça dont on a besoin pour pouvoir améliorer notre niveau de vie et pour pouvoir développer les forces productives. Dans le cadre de ce programme, on défend la nationalisation des banques et des principaux leviers de l'économie. C'est aussi pour déclencher un processus révolutionnaire à l'échelle européenne et puis à l'échelle mondiale, que dans ce cadre-là, il faut construire dès maintenant les forces qui pourront demain par la suite donner et arriver à prendre le pouvoir pour en finir avec cette barbarie de capitalisme. Merci. C'est bien. Merci. Alors, je te donne note maintenant. Parce que tu as dit la révolution ne peut se faire dans un seul pays. Ça, c'est la théorie de Trotsky, n'est-ce pas? Oui. Et si on n'avait pas fait la révolution en Russie, est-ce que nous ne serons pas en retard dans la pensée révolutionnaire? La question n'est pas là. Tu as dit, la révolution ne peut se faire dans un seul pays. Si la révolution russe n'a pas eu lieu, est-ce qu'il y aurait un centenaire aujourd'hui? Mais la révolution russe en Russie, et en octobre, c'est la prise du pouvoir par le prolétariat, le renversement tout qui a simplement eu lieu après. En 17. Oui. Voilà. Il a été renversé par qui? En 17. C'est le parti bolchevique qui a donné tout le pouvoir aux soviets et qui a permis de réaliser cette révolution. Ouais. Bon. En tout cas, sur cette phrase-là, je te donne 8 sur 10. Sur cette phrase-là. Moi, je serai dur tout à l'heure. Moi, je parle en dernier, ça sera dur. Hein. Alors maintenant, je donne la parole jeunesse communiste. Bonjour, on est les jeunes communistes de Marseille, de la fédération des jeunes communistes des Bouches-du-Rhône. Pour présenter rapidement notre organisation, on a pour objectif d'organiser la jeunesse, notamment les secteurs les plus exploités de la jeunesse, donc la jeunesse ouvrière, donc que ce soit des jeunes qui travaillent, qui sont encore en formation, des jeunes qui soient lycéens ou étudiants, de les organiser dans l'objectif de construire une organisation révolutionnaire, de militer pour la révolution en France, pour militer pour créer une société socialiste et communiste. Et donc voilà, nous sommes organisés dans tout le département, notamment sur Marseille et sur Aix, qui sont nos deux grandes villes où nous sommes organisés. Notre intervention va se découper en deux parties. Une partie petit rappel historique, mais évidemment je n'irai pas très loin parce que les camarades avant ont fait des exposés qui étaient plus que complets. Une partie plus sur les questions tactiques et stratégiques actuelles pour la classe ouvrière. Après 3 ans de boucherie sans fin, une lueur d'espoir jaillit à l'Est en octobre 1917. La révolution bolchevique constitue un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le prolétariat russe, bolchevique à sa tête, s'empare du pouvoir et met à bas l'oppression et l'exploitation capitaliste. Les bolcheviks réalisent l'union des ouvriers, des paysans et des soldats. Avec leur constance dans la lutte contre le tsarisme arriéré, puis contre le gouvernement bourgeois de Kerensky, qui continuait à participer à l'infâme guerre impérialiste
et défendaient les intérêts des capitalistes, les bolcheviks ont démontré qu'ils étaient les seuls à défendre les aspirations du peuple, les seuls à être prêts à aller jusqu'au bout pour réaliser le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets. D'ailleurs, comme les camarades l'avaient présenté, les premiers décrets que seront pris par le gouvernement bolchevique seront bien sûr donc le décret donc sur la paix unilatérale sans annexion, le décret sur la terre aux paysans, le décret sur la socialisation des grands moyens de production et le décret sur le droit à l'autodétermination des peuples. Octobre 1917, ce n'est pas seulement une révolution, c'est aussi et surtout la première fois que se constitue un État ouvrier où ce sont les travailleurs qui dirigent et décident pour eux-mêmes. C'est la preuve éclatante que le prolétariat, avec sa tête un parti d'avant-garde, peut prendre le pouvoir et construire le socialisme. C'est aussi la preuve que dans l'ère de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui ne peut plus rien apporter d'autre au monde que la misère et la guerre, la seule alternative à la barbarie est le socialisme. La bourgeoisie, qui subit un coup énorme porté à son système, va tenter par tous les moyens d'écraser la révolution. Les armées blanches qui déferlent sur la Russie sont soutenues par toutes les puissances impérialistes du monde. La France en tête. Ces derniers ont peur que la vague révolutionnaire s'étende. Et ils ont raison, car l'Europe va s'embraser. L'Europe va s'embraser au cours des années suivantes. L'Allemagne connaîtra une tentative de révolution des spartakistes qui seront écrasés malheureusement par la bourgeoisie allemande. La Hongrie connaîtra aussi avec Béla Kun une tentative de révolution qui sera aussi écrasée. Il y aura des mouvements quasi insurrectionnels en France, notamment à l'occasion des grandes grèves de 1919 et 1920. Des mouvements similaires aussi en Italie qui connaîtront leur épilogue malheureusement avec l'instauration du fascisme qui viendra écraser le mouvement ouvrier italien. Et partout dans le monde, on observera des mouvements de divers degrés. Et également, pour les peuples des pays sous domination impérialiste et des pays sous domination coloniale, sera un grand impact, notamment dans les élites intellectuelles, notamment en Afrique. La révolution aura un grand retentissement. La révolution bolchevique, elle constitue une rupture nette avec les conceptions réformistes qui ont conduit les partis ouvriers, en Europe notamment, en France, la SFIO, à la collaboration de classe et au soutien à la guerre. Dans la logique de rupture avec ceux qui prônent cette collaboration de classe et ne veulent pas remettre en cause la domination capitaliste, sera créée la Troisième Internationale. Troisième Internationale qui acte de l'échec de la Deuxième Internationale, qui prétendait jusqu'au bout pouvoir mettre fin aux tentatives de guerre et pouvoir mettre en échec la guerre impérialiste. La Deuxième Internationale aura montré sa trahison la plus honteuse en appelant dans tous les pays partis belligérants à soutenir les gouvernements bourgeois et à mener la classe ouvrière à la boucherie. Donc la Troisième Internationale sort justement dans cette volonté de rompre internationalement avec les politiques réformistes, avec les politiques de collaboration. Elle mènera donc à la création des partis communistes dans le monde entier. En France, donc la section française de l'Internationale communiste avec le congrès de Tours en 1920. Les 21 conditions d'adhésion à la Troisième Internationale seront un document qui est exceptionnel car il permet de se rendre compte justement de quels sont les mots d'ordre des communistes, les mots d'ordre qui sont là pour rompre avec le réformisme. Un des mots d'ordre qui doit nous intéresser aujourd'hui, notamment qui sera dans ces 21 conditions, donc la 8e condition,
qui est celle pour tout parti qui se prétend communiste de dénoncer avec la plus grande fermeté l'impérialisme de son pays et le pouvoir colonial, et d'apporter son soutien dans les faits et pas seulement en parole aux peuples opprimés, aux peuples colonisés, en leur permettant d'entrer aussi dans la lutte pour le socialisme, mais surtout pour leur émancipation. La révolution bolchevique et la construction du socialisme en URSS, puis après 1945 en Europe de l'Est, sont un exemple énorme pour le mouvement ouvrier mondial. De plus, après 1945, l'exemple du socialisme a servi de moteur à l'émancipation des peuples colonisés du monde entier. Les expériences socialistes se sont répandues à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Bien que le socialisme à l'échelle mondiale ait subi un recul temporaire depuis 1991, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons accompli. Nous devons plutôt analyser les raisons de la victoire de la contre-révolution à l'Est. Raisons qui se trouvent dans le bloc socialiste, dans les partis socialistes au pouvoir à l'Est, mais aussi des raisons plus externes, notamment celle de l'offensive capitaliste et impérialiste. Mais là, sur ce, je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser ma camarade prendre la suite de l'intervention. Donc, je vais juste compléter en proposant une réflexion sur ce qu'a représenté l'URSS et à quel point on s'en rend compte à partir du moment où elle n'est plus là, et l'impact qu'elle a pu avoir sur le mouvement communiste. C'est-à-dire combien on a pu voir dans le monde, combien elle a fait basculer le rapport de force, le regard du patronat, le regard du pouvoir face à l'organisation des masses, sachant qu'il y avait eu une révolution. Il y avait eu une révolution dans ce monde et du coup ça a changé la force de frappe, ça a donné un impact mondial qui a pu avoir des répercussions même locales. Et à ce moment-là, on a pu voir plein d'exemples d'insurrections qui nous font comprendre que les grèves à l'époque présentaient des intérêts autant locaux, nationaux, internationaux, avec une prise de conscience et de pouvoir des travailleurs qu'aujourd'hui on n'a pas. Je donne un exemple local, les ports bloqués par les dockers contre la guerre d'Indochine en 1947 et comme ils le feront en Algérie. Ce sont des exemples qui montrent combien la classe ouvrière était consciente non seulement de ses intérêts, mais en plus de ça, de ses intérêts d'un point de vue international. C'est-à-dire pas une seule arme pour l'Indochine, pas une seule arme pour la guerre, pas une seule arme pour l'Algérie. Et ça pose des questions quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, un autre pays a su faire la synthèse entre les questions de démocratie, de représentativité à la base et de justice sociale? Ça nous laisse nous poser des questions aussi sur l'écroulement. L'écroulement qui a eu aussi lieu autant d'un point de vue externe, avec la victoire du bloc de l'Ouest, qui va nous finir par endoctriner peu à peu les masses, notamment des pays européens, et on le voit à travers les médias, etc. Mais aussi un écroulement interne avec des choix stratégiques qui ont quelque part joué le jeu des démocraties bourgeoises et ont préparé l'écroulement du mouvement communiste en Europe. Ça nous fait nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut, quel est le rôle du parti. Est-ce que le rôle du parti, c'est d'unir les travailleurs ou est-ce que c'est d'unir les gens de gauche? Quel a été le rôle de l'international? Est-ce qu'il y a actuellement une véritable convergence des luttes? Ou est-ce que c'est chaque secteur dans son coin? Est-ce qu'il y a vraiment une conscience de classe qui permet aux travailleurs d'avoir des perspectives avancées sur les moyens de lutter et sur les intérêts qu'ils ont à long terme? On est ébranlé par l'idéologie capitaliste et ses institutions et le capitalisme a désormais des atouts qui sont renforcés depuis la chute de
On a l'ONU, censée être un outil démocratique, mais muselé par le Conseil de sécurité. On a l'Union européenne, qui est organisée pour faciliter la mobilité de la force de travail et des capitaux. On a l'impérialisme français qui continue. On a l'OTAN, qui n'arrête pas, sur lesquelles on doit avoir des positions claires, sur toutes ces institutions d'ailleurs. On a une crise que le capital n'a pas de difficulté à nous faire avaler que c'est la faute des déficits publics, etc. Et cette crise est le prétexte pour un fascisme rampant. On a des monnaies qui sont outils de l'exploitation, comme l'euro, mais aussi le franc CFA. On a des chômeurs, et là l'analyse de Lénine n'a pas changé, c'est-à-dire, et même de Marx, pardon, c'est l'armée de réserve. C'est-à-dire que ce sont des personnes dont on doit se poser la question de les organiser. Les chômeurs, les précaires. Quel est actuellement le rôle des organisations communistes pour défendre les chômeurs et les précaires? Parce qu'en Union soviétique, la question ne se posait pas, il n'y avait pas de chômage. Parce que le chômage est le propre du capitalisme, qui a intérêt à diviser, en disant si tu n'es pas content, il y a le chômage. Eux, ils seront là pour accepter tout et n'importe quoi si on ne les forme pas, si on n'arrive pas à s'unir tous ensemble, si on n'est pas précaire. Donc la précarité crée des divisions. De même que la précarité au sein d'une entreprise nous empêche de nous unir et de voir loin. Ensuite, on a aussi une forme de réformisme qui cantonne nos réflexions et qui gangrène nos organisations. Parce que ça peut être un problème que de limiter à des fins à court terme, à des fins électorales, des enjeux que sont la lutte des classes et l'unité des travailleurs. Là, par exemple, on est dans un local associatif, on a peut-être connu dans l'histoire du mouvement ouvrier, et ça a été impulsé tout au long du XXe siècle, des cercles de travailleurs, des unions qui avaient pour but de créer des lieux de débat où on formait les personnes et où on avait vraiment une conscience sur le marxisme qui était développée à travers une culture ouvrière, des bars, des locaux avec des bibliothèques. Ça a disparu, ou du moins cette tactique-là devrait renaître pour le marxisme, pour la prise de conscience et pour la lutte des classes. Ensuite, on voudrait parler aussi, bien évidemment, du risque de guerre mondiale, qui sont des prétextes où on utilise des prétextes culturels pour cacher des intérêts impérialistes sur les matières premières et sur l'exploitation de la main-d'œuvre ouvrière dans le monde entier. Alors, après, il y a des revendications qui peuvent être avancées par rapport à ça. Il y a des liens à l'international qu'on tente de faire tant qu'on peut. Au niveau syndical, par exemple, on constate depuis que, évidemment, la plupart des partis et des congrès ont renoncé à la dictature du prolétariat, depuis les mutations diverses et variées, il y a aussi un impact au niveau syndical, notamment combien de sections CGT sont encore en lien avec la Fédération syndicale mondiale, qui était une force d'organisation syndicale non alignée, qui représentait clairement une force et qui justement avait un rôle clair, avec des positions toujours claires contre l'Union européenne, qui ne sont plus partagées, du moins en France, aussi majoritairement qu'avant. Nous avons perdu notre revendication des nationalisations sous contrôle démocratique des travailleurs. On n'en parle plus. On parle de nationalisation de certains secteurs. On ne pose plus ces questions d'une façon politique. Alors, du moins, nous préférons le revendiquer le plus souvent possible. Ne serait-ce que pour faire naître la prise de conscience de ce que doit être une nationalisation. Et la solidarité de classe à organiser. Enfin, la reconstruction des organisations révolutionnaires et l'unité de la classe ouvrière.
Merci. Jeunesse communiste. Je voudrais vous dire qu'il y a un ami qui m'a appelé, m'a dit à la bibliothèque, à la librairie qui est à côté là, comment ça s'appelle, dans un grand magasin là, à côté des postes là, comment ça s'appelle là, Fnac. Oui. Fnac. Il y a des livres marxistes-léninistes à l'occasion du centenaire de la Révolution. J'ai couru pour aller voir le manifeste. Il est volumineux comme un livre, le manifeste du Parti communiste. Et en Tunisie, j'ai voulu un manifeste du Parti communiste. On m'a présenté un livre que faire. Il est volumineux, j'ai dit au monsieur, moi je suis un vieux militant, parce que j'avais acheté manifeste du Parti communiste chez Gilles Bergène pour aller à Lyon, le distribuer gratuitement. J'ai acheté 15. Il a été, bon, pour moi, c'est bon, je vais distribuer. J'arrive à la gare, j'attends l'arrivée du train, j'ouvre le livre, le manifeste. Première ligne, deuxième ligne, il n'y a rien à voir avec le manifeste. C'est quoi ça? J'ai couru à Gilbert pour dire, l'argent, je ne le prends pas, je prendrai autre livre la prochaine fois. Mais c'est pas ça c'est pas les manifestes. Alors, je vous dis, tout ce que, moi je suis un vieux militant en France, je sais que pour nous guérir, c'est pas à vous, hein, pour nous guérir, il faut voir édition Progrès, l'édition Progrès, édition sociale, édition de Moscou, édition de Pékin, et les autres, c'est pour aller aux chiottes. Parce qu'on est déjà aliénés, parce que nous vivons dans la société capitaliste. Si encore il faut prendre ces livres-là, nous ne saurons pas ce qui va nous arriver demain. Bon, le dernier à intervenir, c'est moi. N'est-ce pas? Alors, j'ai écrit à cette occasion un petit livre dans lequel j'explique les lois économiques à partir de... J'essaye d'expliquer. À partir du communisme primitif, les lois économiques à l'intérieur de l'esclavage, ensuite dans la féodalité, ensuite au capitalisme, ensuite le stade suprême du capitalisme au monopole, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le capitalisme monopoliste d'État, mais le capitalisme, j'ai qualifié l'Alliance Atlantique d'Alliance terroriste Atlantique Nord. Pourquoi? Eh bien, c'est clair. C'est eux qui ont créé Ben Laden pour chasser la Russie en Afghanistan. Et maintenant, ils fabriquent des gouvernements, ils fabriquent des mercenaires, ils les forment, ils les arment pour détruire les pays des autres. Et lorsqu'ils ont fini leur mission, maintenant ils vont les tuer pour pas qu'ils reviennent ici, en Europe. Vous avez compris, hein?
Ils ont accompli leur mission, détruire les autres pays, afin de pouvoir vendre la reconstruction de ces pays, afin de pouvoir installer à nouveau dans ces pays, et pour pas que ces gens-là ils reviennent en Europe, maintenant on va les lutter contre le terrorisme. Bon, maintenant nous avons vu, tous vos exposés sont excellents. Bon, ce n'est pas le Coran. Pour moi, le Coran, c'est la parole de Dieu, il n'y a rien à dire. Mais nous sommes des humains, nous avons des défauts, nous sommes dans un système qui n'est pas le socialisme, mais l'individualisme. Il est évident que nous avons à nous guérir. Et pour nous guérir, je répète, il faut lire les classiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que la France a connu plusieurs fois l'occasion de faire la révolution prolétarienne. Plusieurs fois. Au départ, j'ai parlé de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, et on croit toujours là, jusqu'à là, que nous avons eu dans l'histoire de France un parti communiste. Il n'y a jamais eu en France un parti communiste. Parce qu'un parti communiste, ce n'est pas le nom. Un parti communiste, c'est la doctrine, c'est la stratégie et la tactique, c'est la base sociale du parti. En dehors de ça, il n'y a pas de communisme. Vous avez un nom seulement. Bon. Maintenant, le changement qui va se passer dans le monde, il faut qu'il soit dans le bon sens. Parce que les États-Unis, avec l'Ukraine, ont voulu une guerre en Europe. Les États-Unis avec l'Ukraine, le bombardement de l'avion dans la zone militaire, c'est exprès pour provoquer une guerre entre l'Europe et la Russie. L'Amérique, elle est loin, elle a toujours été loin des hostilités, il vient dans le conflit seulement que lorsque les adversaires sont épuisés, pour qu'il vienne les assujettir. C'est ça sa stratégie. Alors, dans ce que j'ai écrit, c'est que avec la naissance des BRICS et avec le développement normal du capitalisme dans les pays sans guerre, les BRICS, comme ils ne sont pas des pays colonialistes, ils n'ont pas la culture colonialiste, les mensonges de l'Alliance Atlantique sur eux ne peuvent pas passer, ou passera peu. Pourquoi? Parce que derrière l'histoire de ces pays, il n'y a pas la Russie n'a pas traversé les océans pour aller coloniser en Afrique. La Chine non plus. Donc, les lois économiques de ce monde d'aujourd'hui est en faveur des BRICS. Et comme l'Amérique voit la fin de son règne, il veut provoquer une guerre opposant la Russie à l'Occident. C'est ce qu'il est en train de faire. La Russie a eu l'intelligence extraordinaire de déplacer la guerre, le conflit en Europe vers l'Orient. Et l'histoire montre que la Russie fait partie de l'Orient. Non seulement parce qu'il y a une partie asiatique,
mais seulement sa culture, après la révolution d'octobre, il n'est pas colonialiste. Au contraire, la Russie, même après la chute, le renversement du régime en 1960 par la théorie de Khrouchtchev, à savoir la coexistence pacifique, était la ligne de Khrouchtchev pour la dislocation progressive du système dans l'économie politique et dans la propagande. Donc, la Russie, aujourd'hui capitaliste, il est toujours en position aux côtés du tiers-monde, aux côtés des matières premières, parce que la dislocation de l'URSS plus sa virginité lui donne le pouvoir de tenir un discours correct de non-ingérence, mais de coopération avec le tiers-monde. C'est ce que j'ai pu constater dans ce qui se passe entre le Moyen-Orient et la Russie dans leurs relations sur cette guerre créée par l'Alliance terroriste Atlantique Nord. Bon. Je reviens maintenant sur la question de la classe ouvrière. La classe ouvrière est malade. Et elle est malade, une maladie qui n'est pas imaginaire, mais de sa situation économique et sociale. Et par instinct de défense de son pouvoir, le Parti socialiste a instauré le revenu minimum d'insertion, n'est-ce pas? Depuis le début de la crise de la dégradation de la situation économique en France. On a vu la naissance des agences nationales pour l'emploi. Ça n'existait pas. Maintenant, les administrations utilisent des intérimaires. Cela veut dire que nous allons vers la révolution. Que l'on veuille ou non. Que l'on veuille ou non, le tiers-monde va commencer à construire des avions, des navires, des voitures, et à bon marché par rapport à ceux de l'Occident. Que faire dans la situation où le pouvoir en France ne peut plus, lorsque les masses descendront dans les rues? Qu'allons-nous faire? Parce que sans idéologie claire, sans avoir lavé ce qui est à notre intérieur, en intégrant la classe ouvrière et non la jeunesse sans signification, il faut dire la jeunesse ouvrière, ou la classe ouvrière et les masses travailleuses. Ce sont des formules du marxisme-léninisme. J'ai entendu des langages, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs. Et les travailleurs, j'ai lu chez Trotsky, qui est le leader de la petite bourgeoisie de gauche dans le monde, et qui a été recruté par Lénine en Europe occidentale pour participer à la révolution en Russie, n'a jamais été dans son histoire marxiste-léniniste. Trotsky n'a jamais été dans l'histoire, dans ses propos,
dans ces lignes directives, il a été un instrument pour la classe ouvrière dans le parti, pour que la classe ouvrière à venir, il étudie ce qu'est l'élément bourgeois dans le parti. L'élément bourgeois dans le parti est un poison. Il doit s'autocritiquer, renoncer sa culture initiale parce qu'il a causé du mal dans l'histoire de la Révolution mondiale. Je prends l'exemple de Staline. J'ai lu beaucoup, et jusque dans le Moyen-Orient et en Europe, la bourgeoisie intellectuelle de gauche est farouchement anti-stalinienne. Farouchement. Et on ne peut pas détruire Lénine que en passant par Staline. Parce que l'instinct petit bourgeois ne veut pas la révolution. Donc, par instinct, sans conscience, mais l'instinct, il détruit Staline pour atteindre Lénine. Or, entre Staline et Lénine, qui a assuré la plus grande difficulté historique? Est-ce Lénine ou Staline? La Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à Staline que l'Est a expérimenté le socialisme. Que Churchill, dans son histoire, dans sa mémoire, il a salué la dialectique de Lénine. Lorsqu'il est venu en retard à la conférence du partage sur l'Europe, il est venu au tableau, il a dit on a passé une semaine complète, on n'arrive pas à comment diviser l'Europe. En 20 minutes, il a regardé, l'assistance, il est allé au tableau, il a tracé comment ça doit se faire. Et il a salué, il a dit dans sa mémoire, j'ai salué le génie de la dialectique, mais en tant que Britannique, je ne peux pas y adhérer. Donc, Staline est plus grand que Lénine, parce qu'il a assuré des responsabilités énormes pendant la Deuxième Guerre mondiale. La tactique de rentrer en paix avec l'Allemagne pour préparer le peuple russe à affronter la Deuxième Guerre mondiale, alors que le peuple russe est loin sous l'industrie par rapport à l'Occident, il était loin d'atteindre la capacité militaire, or, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la tactique de Staline consistait à revoir les principes fondamentaux au sein du parti. À savoir, dans le parti, la lutte des classes continue. Par principe fondamental, la lutte des classes dans le socialisme continue. Erreur qu'a fait Mao Tse-tung dans le petit livre rouge, lorsqu'il a dit, sous le socialisme, la contradiction entre nous et la bourgeoisie n'est plus antagoniste. C'est une erreur. Il n'a jamais dit ça. Dans le petit livre rouge, n'est pas antagoniste. Dans le petit livre rouge. Donc, Staline a négocié pour que la Russie se prépare, parce qu'il sait que l'ennemi fondamental, c'est la Russie communiste, et non les rivalités de colonies. Donc, il s'est préparé, et grâce à ça, il a réussi à faire rentrer
à être la première nation à rentrer à Berlin. Bon, c'est extraordinaire. Donc, l'avenir est que soit nous allons mourir progressivement jusqu'à arriver au stade du Portugal, où nous préparons la classe ouvrière et les masses travailleuses dans les conditions pacifiques d'aujourd'hui, parce que lorsque les conditions seront complexes, il sera difficile d'organiser la classe ouvrière. Alors, c'est dans cette période pacifique qu'il faut organiser en prévision de ce qui va se passer demain. Donc, on me signale que le temps presse et qu'il faut passer aux questions. Alors, j'invite les orateurs à se présenter ici pour qu'on leur pose les questions. Ah non, vous étiez là au départ. Il veut vous voir de face. On n'a pas le temps. Non, moi je ne pourrais pas rester. On ne devait pas faire une petite pause avant de vous reprendre. Si, normalement, une petite pause, non? Mais on peut intervenir. Une petite pause. Non. Une petite pause. Non. Une petite pause. On peut poser des questions en étant là-bas. Une petite pause. Pas forcément de venir ici. Allez, sinon, si ça gêne. Non, une petite pause. Une petite pause. On peut intervenir même en étant là-bas. Question-réponse. Une petite pause. Tenez, les ouvriers de Nestlé vous offrent un DVD. Merci. Ah, la victoire de Nestlé de Marseille. Oh, c'est bien. Merci.